Jet en approche. C'est pas vrai. Il y a quelque chose de presque paradoxal dans l'existence de Projet Dernière Chance. À une époque où le blockbuster hollywoodien semble souvent prisonnier de ses franchises, de ses reboots et de ses logiques industrielles, voir émerger une œuvre originale ou du moins non dérivée d'une licence préexistante, portée par une star comme Ryan Gosling ou un duo de cinéastes aussi imprévisibles que Phil Lord et Chris Miller, a presque valeur d'événement. Adapté d'un roman de Andy Weir, déjà à l'origine de Seul sur Mars, le film arrive avec une promesse séduisante, conjuguée rigueur scientifique, spectacle spatial et émotion pure. Et contre toute attente, il parvient en grande partie à tenir cet équilibre fragile. Le récit s'ouvre sur une situation volontairement déroutante. Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial, amnésique, incapable de comprendre où il se trouve ni pourquoi. Ce dispositif narratif, classique en apparence, permet au film de distiller ses informations progressivement, en mêlant présent et flashback. À mesure que la mémoire du personnage refait surface, le spectateur découvre l'ampleur de la mission, comprendre et enrayer un phénomène cosmique menaçant directement le Soleil, et donc la survie de l'humanité. Mais derrière cette trame de science-fiction relativement familière, le film bifurque rapidement vers quelque chose de plus inattendu. Ce qui aurait pu n'être qu'un survival spatial à la Interstellar ou Sunshine se transforme en une expérience beaucoup plus intime, presque contemplative, où la solitude devient un moteur émotionnel autant qu'un enjeu narratif. Dans ce cadre, la performance de Ryan Gosling s'impose comme la pierre angulaire du film. L'acteur, souvent enfermé ces dernières années dans une image oscillant entre le charisme détaché et l'autodérision héritée de Barbie, trouve ici un terrain de jeu particulièrement riche. Il navigue avec une étonnante fluidité entre comédie et gravité, retrouvant par moments l'énergie burlesque de The Nice Guy, tout en conservant une profondeur émotionnelle proche de ses rôles les plus introspectifs. Mais ce qui frappe surtout, c'est sa capacité à incarner un personnage ordinaire. Loin de l'archétype du héros invincible, Ryland Grace n'est ni un génie inaccessible, ni un leader charismatique. Il est un homme dépassé par les événements, contraint de faire face à une responsabilité qui le dépasse, et c'est précisément cette fragilité qui rend son parcours crédible et attachant. Cependant, réduire le film à une performance solo serait une erreur, tant une autre présence vient en bouleverser l'équilibre. Rocky, créature extraterrestre introduite au cours du récit, constitue sans doute la plus grande réussite émotionnelle du long métrage. Loin d'être un simple gimmick destiné à séduire le public ou à générer du merchandising, le personnage s'impose comme un véritable miroir de l'humanité. La relation qui se tisse entre Rocky et Grace est d'une justesse remarquable, reposant sur une construction progressive, faite d'incompréhension, d'apprentissage et d'une complicité grandissante. Ce duo, inattendu, donne au film sa dimension la plus touchante, transformant une mission de survie en une réflexion sur la communication, la confiance et l'altérité. Il est difficile de ne pas s'attacher profondément à Rocky, dont la présence apporte une chaleur inattendue à un environnement pourtant hostile et vide. Visuellement, le film confirme l'ambition affichée par ses créateurs. Le travail de Greg Fraser, déjà remarqué sur Dune, confère à l'ensemble une identité esthétique forte, jouant sur les contrastes entre immensité cosmique et espace confiné. Cette opposition constante entre le micro et le macro devient d'ailleurs l'un des motifs centraux du film, traduisant à la fois la petitesse de l'individu face à l'univers et l'importance de chaque interaction humaine. Parmi les nombreux moments marquants, le plan de la planète verte visité par le protagoniste constitue un véritable sommet visuel. Il s'en dégage une beauté presque irréelle, une parenthèse suspendue qui synthétise à elle seule la capacité du film à émerveiller sans recourir systématiquement à la surenchère. Cette recherche esthétique est renforcée par la partition de Daniel Pemberton qui privilégie les sonorités organiques et rétro. Loin des standards actuels du blockbuster, la musique accompagne sans jamais écraser, soutenant l'émotion avec une finesse appréciable. De manière générale, le film impressionne par la cohérence de sa fabrication. Effets visuels, mise en scène et direction artistique convergeant vers un même objectif, celui de créer une expérience immersive et sensorielle. Pour autant, cette réussite technique et émotionnelle n'efface pas totalement certaines limites. Le scénario, bien que solide dans ses grandes lignes, cède parfois à des facilités qui peuvent frustrer. Certains enjeux scientifiques sont simplifiés à l'extrême, notamment dans la manière dont le film résout les problèmes complexes comme la communication interespèces. De la même façon, l'humour omniprésent dans les dialogues écrits par Drew Goddard peut parfois désamorcer des moments qui auraient gagné à rester plus sombres. Ce choix tonal, clairement assumé, participe à rendre le film accessible, mais il en atténue aussi la portée dramatique. Le danger, pourtant colossal,
sur le papier, n'est jamais totalement ressenti, ce qui limite l'intensité de certaines séquences. Il faut également souligner que le film s'inscrit pleinement dans une logique de blockbuster contemporain, avec tout ce que cela implique. Derrière son apparente sincérité, il reste un produit calibré, pensé pour séduire un large public. Pourtant, là où il parvient à se distinguer, c'est dans sa capacité à injecter une forme d'humanité dans cette mécanique industrielle. Le message qu'il véhicule, centré sur l'empathie, la coopération et la nécessité de dépasser les différences, peut sembler naïf, mais il n'en demeure pas moins profondément pertinent. À une époque marquée par les divisions et les incertitudes, cette vision optimiste agit comme un contrepoint bienvenu. L'un des aspects les plus intéressants du film réside d'ailleurs dans son refus de céder entièrement aux conventions du genre. Là où beaucoup de productions similaires auraient opté pour une résolution totalement rassurante, Projet Dernière Chance choisit une voie plus nuancée. L'absence de véritable happy end classique confère au récit une tonalité plus mélancolique, voire plus honnête. Ce choix narratif renforce l'impact émotionnel du film en évitant de réduire son propos à une simple success story héroïque. Au final, le film de Phil Lord et Chris Miller apparaît comme un projet hybride à la croisée du divertissement grand public et de la science-fiction plus introspective. Il n'atteint peut-être pas la profondeur philosophique d'un Premier Contact, ni la puissance dramatique d'un Interstellar, mais il réussit là où beaucoup échouent, proposer une expérience sincère portée par des personnages attachants et une mise en scène maîtrisée. Alors, faut-il pour autant aller le voir au cinéma ? La réponse est sans ambiguïté, parce que c'est précisément dans l'immersion qu'il propose que le film révèle toute sa force. Sur grand écran, chaque plan, chaque silence, chaque interaction prend une ampleur particulière, et malgré ses imperfections, il rappelle ce que le blockbuster peut encore offrir lorsqu'il se donne les moyens de raconter autre chose qu'une simple accumulation de scènes spectaculaires. Alors pour ma part, ce sera évidemment un grand oui. En quittant la salle, il reste une sensation persistante, difficile à définir, celle d'avoir assisté à quelque chose d'imparfait mais profondément sincère, un film qui, à défaut de révolutionner les genres, parvient à renouer avec une forme d'émerveillement que l'on croyait parfois perdu. Et dans le vide infini de l'espace, comme dans celui plus symbolique du cinéma contemporain, c'est peut-être déjà une victoire. Mais mon univers, c'est la salle de classe.